J'ai appelé ça les dimensions culturelles pour manager l'éthique et l'intelligence économique dans l'entreprise. Évidemment, en un quart d'heure, c'est un petit peu difficile de traiter tout ça, mais on va essayer de... Bon, croître dans l'objectif du développement durable, c'est-à-dire contribuer au développement durable, parce qu'au fond, plus que l'éthique, mais le développement durable, c'est un concept qu'on peut comprendre assez bien. Si on exagère, qu'on veut aller trop fort, trop vite, ben à ce moment-là, on n'a pas un développement durable. Donc, contribuer au développement durable de notre entreprise et la rendre plus compétitive et profitable en minimisant les risques, en diminuant les coûts et en permettant la croissance. On croit fermement que la globalisation est une façon d'apporter une plus grande prospérité à tous et d'offrir aux sociétés des ressources économiques pour suivre et financer leurs propres priorités. Alors, au fond, le développement durable, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que c'est exactement? Quelques données, parce que, au fond, c'est facile de parler d'éthique. Si on reste sur la France, on est un petit peu perdu, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de se développer mondialement. Bon. Alors, je vais dire quelques données sur le développement durable. La distribution des ressources. 20% de l'humanité représente 90% de la consommation mondiale. Ça, c'est pas très éthique. 4 milliards d'êtres humains vivent avec moins de 1 ou 2 dollars par jour. Ça, c'est un petit peu difficile à admettre. 815 millions souffrent de la faim. 4 compagnies multinationales se partagent 80% du commerce mondial du blé. Le climat, la moyenne des personnes affectées par les désastres climatiques s'est accrue de 147 millions par an dans les années 80 et de 211 dans les années 90. Alors 15% de la surface émergée de la Terre est maintenant classée sinistrée en raison des activités de l'humanité. Environ la moitié des fleuves du monde est sévèrement affectée ou polluée. 2 milliards de personnes sont menacées de malaria. Et on sait qu'il y en a 2 millions qui meurent chaque année. Environ 4 milliards de vagues de diarrhée sont enregistrées chaque année, qui fait 2,5 millions de morts. Les forêts recouvrent un tiers des surfaces immergées, et rien que l'année dernière, 2,4% des forêts ont diminué. Presque un quart des espèces mammifères et 12% des espèces d'oiseaux sont menacées d'extinction. Un certain singe d'Afrique centrale est le premier primate à avoir disparu au XXe siècle. 25 autres espèces sont menacées. La surpêche menace un tiers des réserves de poissons. Les ressources de la Terre ne sont pas inépuisables. Donc la population, on est passé au siècle dernier de 1 milliard à 6 milliards et demi en un siècle. Pour arriver à domestiquer ça, c'était à peu près impossible. Or, les ressources nécessaires pour arriver à donner un niveau de vie du type américain-européen, il faudrait 5 ou 6 planètes pour y arriver. Il n'y en a qu'une. Donc, il y a une obligation, maintenant qu'on est de mieux en mieux informé, l'éthique revient un peu au galop parce qu'on est absolument obligé de prendre en charge ces considérations parce que maintenant on le sait, avant on ne le savait pas. Alors quelle confusion que ces problématiques de développement durable, c'est quand même un peu une utopie, et il y a effectivement une utopie, mais c'est les utopies qui font le monde. Elles sont basées sur tellement de variables et sur une telle interdépendance des systèmes que c'est bien difficile de les domestiquer. Alors, quels sont, j'ai essayé de lister, les éléments à prendre en compte? Un environnement propre et sain à la maison, au travail et pendant les loisirs. Une prospérité économique procurant une bonne qualité de vie mesurée par de nouvelles mesures économiques qui résulteraient d'une meilleure prise en compte de la réduction des ressources et des coûts environnementaux. Une nation équitable où chaque citoyen aurait la même égalité de chance pour atteindre le bien-être, parce que la notion de bien-être devient de plus en plus que le produit qui donne une satisfaction, le bien-être est une valeur qui est en cours. Protection de la nature afin d'en assurer l'éternité pour nous et les générations futures. On en est bien loin. J'ai fait un bouquin là-dessus que j'appelle « Sauver demain ». Si on ne fait pas attention, on va léguer un drôle de monde à nos enfants. Une éthique plus affirmée pour encourager les gens et les institutions à être plus responsables de leurs actions. Créer des communautés saines et durables où les ressources naturelles et historiques seraient préservées, l'emploi assuré, il n'y aurait pas de relâchement. Un engagement civique où les citoyens participeraient aux décisions concernant les ressources naturelles et l'environnement. Une éducation permanente sur le développement durable et l'éthique, on pourrait rajouter. Travailler dans le sens d'un renouvellement détaillé de la population et un rôle majeur dans le leadership environnemental. Alors, vers une consommation durable des ménages, les 5 domaines clés
de consommation, c'est l'énergie, le transport, le gaspillage, l'eau et la nourriture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, bon, il y a les désordres financiers, mais plus que ça, il y a plus d'énergie. Dans 20 ans, il n'y aura plus de pétrole. Comment on va faire, aujourd'hui, l'ensemble des énergies des énergies autres que les fossiles représentent à peine 10-12%. Alors comment on va arriver à faire le lien? J'en sais rien. Le transport, le gaspillage, l'eau. L'eau, il y a le 21e siècle, c'est l'eau qui est le problème le plus grave. Et la nourriture, maintenant que les Chinois et les Indiens commencent à manger, eh ben, vous voyez au supermarché que le prix de la nourriture, il augmente de jour en jour, et on va vers des problèmes dramatiques. Alors, le développement durable dans notre futur, ces changements climatiques, dont on a beaucoup parlé, ça, le global warming est une vraie réalité qu'il va falloir affronter. La crise de l'eau, le changement climatique, il faut savoir que les pessimistes disent que les océans monteront d'1 mètre et les autres de 5 mètres. S'ils montent de 5 mètres, tous les ports du monde vont être... Les Maldives, il n'y en a plus, il y a des tas de choses comme ça qui vont arriver. Bon. La dégradation croissante des terres, les forêts, les pêches, la biodiversité et l'élaboration d'une nouvelle éthique de développement durable. Alors au fond, le développement durable signifie réussir à équilibrer l'économique. Aujourd'hui, l'économie a pris à ce point le pas sur toute autre considération qu'au fond, elle en bue un peu les cerveaux. Alors, il faudrait équilibrer l'économie, l'écologie, l'éthique et le social et l'esthétique. Il s'agit d'avoir la volonté de rendre à nos enfants le monde dans le même état où nous l'avons hérité. Et on en est bien loin. Alors, promouvoir le développement durable, il y a 10 groupes. Une meilleure économie globale de marché, un juste cadre de marché, une éco-efficacité pour préserver les ressources, une responsabilité sociale corporative, apprendre à changer le triple, c'est même le quadruple bottom line, avec éthique, esthétique, etc., les 4 choses que je vous ai dit tout à l'heure, que je vais vous redire, l'économie, l'écologie, l'éthique et l'esthétique, ça fait pas 3 triple bottom line, quadruple bottom line. Dialogue de meneurs de jeu, les partenaires entre joueurs des différents secteurs, les PP que l'on vous parlait tout à l'heure. Bon, informer les consommateurs sur les effets sociaux et environnementaux des choix du libre marché, innover pour encourager davantage de consommation durable et une meilleure qualité de vie, mettre en exergue la valeur de la terre en évaluant la nature, faire en sorte que les marchés travaillent pour tous. Plus personne ne doute de la gravité de la situation de l'environnement dans le monde, un environnement en évolution sans cesse, en évolution et qui est exigeant, contraignant. Le futur ne sera plus jamais ce qu'il a été dans le passé. Les problèmes économiques ont pris le pas sur toute autre considération, ce qui fait que si on ne réagit pas fort et vite, on court au désastre, et donc quel monde va-t-on léguer à nos enfants? Alors, le challenge est évidemment très complexe, car cette globalisation est difficile. J'ai un chart, pas dans ces choses-là, disant, au fond, pour rétablir une situation économique, il faut 3 ans. Une situation technologique, quand on a un déficit technologique, il faut 10 ans. Mais quand on a un déficit humain, il faut 20 ans. Donc, les sociétés qui n'ont pas été dans les pays où il y aura les consommateurs demain, eh bien, il leur faudra 20 ans pour s'adapter. Donc, ce n'est pas très facile. Alors, le secret de la croissance durable, c'est d'arriver au moment où on est au point A, c'est-à-dire il y a les 5 dernières années où il y avait une croissance du GDP mondial qui était énorme. Toute une série de réformes structurelles auraient dû être faites, elles n'ont pas été faites. Alors, effectivement, parce que quand on fait ça, il faut, au moment, vous voyez, on arrive vers une fin de paradigme, il faut réinventer un nouveau paradigme, et bien là, ça coûte énormément d'argent, et effectivement, ce n'est pas en période où tout le monde coupe les frais et fait des restructurations qu'on va y arriver. Alors, il faut, évidemment, il y a des changements structurels et pas cycliques, à la fois dans la société et dans l'économie, donc qui nécessitent de nouvelles règles, une nouvelle réalité, de nouveaux modes de pensée, de nouveaux concepts et de nouvelles actions. Et pourtant, malheureusement, on a une douce amnésie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 crises potentielles. L'évolution de l'environnement, et l'évolution dans laquelle se trouve l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, elle est frileuse. L'environnement, avec les technologies, il change très bien. Alors donc il y a une crise entre les deux choses. Ce que les gens imaginent est la réalité de l'entreprise.
Bon, les gens imaginent, ils rêvent quelque chose, et puis ce qui se passe dans l'entreprise, c'est pas la même chose. Et en fait, les technologies, les avances technologiques, c'est bien, et ça cavale tellement vite que l'adaptation des cerveaux humains ont du mal à se faire. On voit bien que la net génération aujourd'hui, les gosses les gens entre 11 et 31 ans, ils ne vivent pas dans la même planète que nous. Quand ils regardent un écran, ils ne le regardent pas comme nous. Donc ces gens-là, ils ont des exigences qui ne sont pas les nôtres. Et les 3/4 des gens ne le comprennent pas. Alors, les nouvelles règles de la globalisation, il faut bien savoir que pour les entreprises, le milliard de nouveaux consommateurs, il se trouve en Chine, en Inde et dans tous ces pays émergents, parce qu'on ne fait plus d'enfants dans nos pays. Alors, aujourd'hui, malheureusement, trop d'entreprises regardent encore la triade, le monde riche, et ils oublient un peu toutes ces choses-là, parce que comme je vous dis, il faut il faut 20 ans pour apprendre à être bien dans ces marchés-là. Les gens qui n'ont pas fait la démarche, s'ils cavalent en Chine, ils vont faire des bêtises, ils vont se faire plumer. Bon. Alors, on est passé d'un âge où l'on fait les choses que l'on comprend, à un âge où on extrait la connaissance de choses inconnues pour les faire, à la fois au point de vue technologique et au point de vue culturel. Les 3 questions essentielles pour notre futur: est-ce que nos marchés traditionnels vont nous permettre de continuer à être les leaders? Les grandes compagnies du CAC 40, de Wall Street et de Londres, c'est des compagnies occidentales en général. Bon. Et les marchés traditionnels étaient à un niveau de prix, un niveau de cost of goods, etc. Alors qu'on veut privilégier la satisfaction de ces gens riches, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de ces masses qui sont en train de grandir? Le slide tout à l'heure vous montrait que le milliard de nouveaux consommateurs, il est dans les pays émergents. Bon, les stratégies victorieuses des pays riches, est-ce qu'elles sont adaptées pour les pays émergents du Sud? Bon. Et alors, d'un autre côté, si je vous parlais de la net génération, qui est encore différente. Il y a le monde riche, il y a les pays émergents, puis il y a la net génération qui ne réagit pas du tout comme nous. À savoir, moi je l'ai dit au président de L'Oréal, qui était un copain, je lui ai dit, fais attention, tu continues à faire de la grosse pub à la télé comme un imbécile. Or, toutes les générations, ils regardent moins la télé, et ce n'est pas là-dessus qu'ils détermineront leur choix. Alors, ces pays émergents ont 3 caractéristiques. Le top de ces marchés ressemble à peu près à nos marchés. Mais la plus grande part du marché, c'est des gens à la marge de la pauvreté qui expriment leur désir de consommer, mais pour qui nos produits tels qu'ils sont trop chers. Vous savez, à Genève, quand Tata a amené la Nano Tata à 1500 €, c'est à peu près 25% du cost of goods de nos fabricants occidentaux. Bon. Et ça, c'était un prix de vente. Alors les gens disent, ah oui, mais ils ne sont pas aux normes. Pour les mettre aux normes, on met 300 € de plus, elles sont aux normes. Alors ça, c'est quand même un peu difficile. Or, il faut savoir que les Chinois et les Indiens, ils ont quand même envie d'avoir des bagnoles, des frigidaires comme nous. Ils ne peuvent pas les acheter à ce prix-là. Or, la seule manière de continuer la prospérité, c'est d'arriver à leur vendre quelque chose. Bon, alors... Ces marchés sont marqués quand même par une forte identité culturelle. Je parlais du Moyen-Orient, où au fond, les femmes n'ont pas le droit. Vous savez, quand les femmes vont chercher des produits de beauté dans les magasins et que c'est un brave gars avec un kéfier qui est en train d'essayer de lui vendre une crème anti-âge, ça ne marche pas très bien. Bon, alors... La vitesse accélérée de prise de décision. En 80, il fallait 1x pour prendre une décision. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est 6x, 6 fois plus rapide. Bon, en maintenant le même risque. Bon, est-ce que nos cerveaux se sont adaptés aussi vite? J'en sais rien. Bon, alors un petit panorama pour montrer un peu, parce que tout ce qui s'est dit, j'ai beaucoup appris ce matin, mais tout ce qui s'est dit, comment l'appliquer? La Chine va bientôt être le numéro 1 au monde des pays de langue anglaise. 25% de la population de l'Inde qui a le plus haut QI représente davantage que la population totale des États-Unis. Bon, qu'est-ce que c'est comme traduction? L'Inde a davantage d'enfants qui font des études importantes que les États-Unis ont d'enfants tout court. Les top 10 des emplois recherchés en 2010 n'existaient pas en 2004. On est actuellement en train de préparer des étudiants pour des emplois qui n'existent pas encore, en utilisant des technologies qui ne sont pas encore inventées pour résoudre des problèmes dont on ne sait pas encore qu'ils sont des problèmes. Bon. Le ministère du Travail américain estime qu'un étudiant d'aujourd'hui occupera 10 à 14 emplois quand il aura 38 ans. Moi, quand j'explique à mes petits-enfants que j'ai fait 37 ans à L'Oréal, ils me regardent comme si j'étais un martien.
Un travailleur sur 4 travaille pour son employeur actuel depuis moins d'1 an et 1 sur 2 depuis moins de 5 ans. Un couple marié l'an dernier aux États-Unis s'est rencontré, 1 sur 8 s'est rencontré sur le net. MySpace, il y a plus de 200 millions d'utilisateurs inscrits sur MySpace. Si MySpace était un pays, ça serait le 5e le plus grand pays du monde entre l'Indonésie et le Brésil. Il y a 31 milliards de recherches par mois sur Google. En 2006, c'était 2,7 milliards. Ben, à qui ces questions étaient-elles posées avant Google? Le premier message commercial fut envoyé en décembre 92. Aujourd'hui, le nombre de messages envoyés reçus par la population, reçus chaque jour, excède le total de la population de la planète. Le nombre d'années qu'il a fallu pour atteindre une audience de 50 millions. 38 ans pour la radio, 13 ans pour la TV, 4 ans pour Internet, 3 ans pour l'iPod, 2 ans pour Facebook. Hein? Donc, il me semble que ça s'accélère un peu. Le nombre d'échanges Internet, 1000 en 84, 1 million en 92, 1 milliard aujourd'hui. La langue anglaise comprenait 540 000 mots aujourd'hui, comprend presque 5 fois plus qu'à l'époque de Shakespeare. On estime qu'une semaine du New York Times contient plus d'informations qu'une personne vivant au XVIIIe siècle aurait pu recevoir tout au long de sa vie. On estime que 4 exabits d'une seule information soit générée cette année, c'est plus que les 5000 dernières années. La quantité de nouvelles informations techniques double tous les 2 ans. Pour les étudiants qui débutent un cursus de 4 ans, cela veut dire la moitié de ce qu'ils apprennent lors de leur première année sera périmé lorsqu'ils sont en 3e année. Il y a 2660 CD ou 210 millions d'appels téléphoniques chaque seconde. Actuellement, ça triple tous les 6 mois et devrait continuer les 20 prochaines années. En 2013, il y aura un superordinateur qui dépassera les calculs du cerveau humain. Il est prévu en 2050 un ordinateur de $1000 qui dépassera les capacités de calcul de toute l'espèce humaine. Pendant que je viens de vous parler, il y a 67 bébés qui sont nés aux États-Unis, 274 en Chine, 395 en Inde. Alors, en fait, tout ça, c'est une question d'innovation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a vécu, vous voyez bien, j'ai essayé de vous montrer cette espèce d'accélération. Alors, évidemment, si on veut figer les choses, on a un petit peu de mal. D'autant plus que, si vous voulez, les critères marketing du monde occidental, c'était, vous voyez, les 5 P, prix, produit, performance, promotion et place dans le magasin. En Asie, notamment en Chine, c'est pas du tout la même chose. C'est les 5 F, family, friend, fast, flexible and fun. Mais dans la net génération, c'est encore autre chose. C'est in a place, brand, communication, discovery et surtout expérience. Alors on a une espèce d'embrouillamini qui n'est pas très facile. Alors pour arriver, disons, l'innovation est la clé de la prospérité pour toute compagnie. Pour sauver le futur, on doit être beaucoup plus créatif dans nos processus d'innovation, mais d'innovation tous azimuts, parce que, et au fond, on parlait tout à l'heure de la réputation, c'est vrai que la réputation d'une entreprise, les gosses, communication, ils veulent découvrir de nouvelles choses à travers leurs copains, bon, mais ils sont impitoyables sur l'éthique de l'entreprise, ils veulent savoir comment l'entreprise fait, et aujourd'hui on ne peut plus rien cacher. Donc ils vont se déterminer tout à fait différemment de ce qu'on faisait nous. Les grandes publicités avec l'opacité qu'il y avait auparavant, ça va être fini. Et ce que je disais à M. Joras tout à l'heure, ça s'imposera de facto. Bon, donc depuis 1 an, malheureusement, les compagnies leaders sont davantage orientées vers la réduction des coûts. Elles sont focalisées sur le court terme pour survivre. Et il est certain que les plans sociaux qu'on a connus partout, ça favorise pas l'éthique, tellement le social, parce que dans le monde entier, moi-même j'ai une société en Russie, mais j'ai fini là, j'ai une société en Russie, on a flanqué 40% des gens à la porte parce que pour survivre. Donc quand on en est là, alors évidemment, à ce moment-là, il y a tout qui se bascule un petit peu, donc c'est pas très facile. Voilà, je vous remercie de votre attention.